Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau rendez-vous INSEXport. On va continuer à faire rentrer dans la conversation les retardataires pour ce numéro, le 37 de nos rendez-vous. Et une fois n'est pas coutume, eh bien, ce seront deux étudiants de nos programmes qui animeront eh bien, ce rendez-vous en présence d'une grande personnalité du monde du sport. Alors tout d'abord, avant d'accueillir notre personnalité, je propose à nos deux étudiants brillants de se présenter rapidement et puis ensuite d'introduire donc eh bien, le rendez-vous avec Lionel Roux. Donc tout d'abord, Thomas et Antoine, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous, merci Monsieur Duprat de nous laisser cette chance d'organiser ce rendez-vous INSEXport. Merci à Lionel Roux d'être l'invité de ce soir. Alors, on va se présenter, Antoine Rousseau et moi-même Thomas Dory. Donc, on est étudiant en troisième année de bachelor Sport Business à l'INSEC à Chambéry. Donc, Antoine, je te laisse introduire le rendez-vous. Donc, comme l'a dit Thomas, merci Monsieur Roux en tout cas de nous faire l'honneur de répondre à nos questions et aux questions des étudiants. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous êtes intrigué par cette grande personnalité du tennis, ancien tennisman professionnel. Donc on les relaiera au fur et à mesure de ce sport. N'hésitez pas aussi à couper vos micros, voilà, merci. Et donc tout d'abord, une première question pour vous, Monsieur Roux. Est-ce que vous pourriez vous présenter à tous les étudiants, vous parler un peu de votre parcours, et puis nous expliquer comment vous êtes arrivé à devenir le directeur du tournoi de tennis qui est l'Open Sopra Steria? Alors, bonjour à tous déjà. Bonjour les garçons. Il y a une tête que je connais. On s'est croisés déjà. Ravi de participer à cette petite réunion avec vous. Alors, je m'appelle Lionel Roux. Voilà, je suis un ancien joueur de tennis professionnel lyonnais d'origine. J'ai joué une dizaine d'années sur le circuit professionnel. J'ai fait partie au niveau du classement ATP des 50 meilleurs joueurs au monde. Euh, voilà, mon parcours a été de démarrer dans la région, ici, dans les clubs de Saint-Priest, du tennis club de la Pape à Rieux. Après, je suis parti en sport-études sur Nice. Et puis après, j'ai pas été pris parmi les tout meilleurs sur le centre d'entraînement de Roland-Garros ni de l'INSEP. Mais j'ai continué de persévérer et de m'entraîner donc sur ma région et au tennis club La Pape. Donc, avec plein de rencontres qui m'ont aidé justement à passer pas mal de caps. Et puis derrière, le circuit professionnel, voilà, comme je le disais, pendant une dizaine d'années, entre les années, on va dire, 90 et 2000, avec la génération voilà, qui était à la tête du tennis, qui étaient les Sampras, Agassi, Jim Courier, Boris Becker, Stéphane Edberg, pour ceux qui connaissent bien le tennis et qui sont pas trop jeunes. Voilà, et puis derrière, une fois cette carrière terminée, je me suis consacré à l'entraînement. Donc, j'ai coaché quelques joueurs sur le circuit. Je suis parti pendant 3 ans avec un joueur qui s'appelle Michael Laudram, qui est monté 20e mondial, qui a été numéro 1 en double, qui a gagné le Masters et qui a été un grand joueur de Coupe Davis. Et puis parallèlement à ça, j'avais rencontré lorsque j'étais joueur un consultant, enfin plutôt un journaliste qui était sur Eurosport et qui avait repris les rênes du tennis sur Canal+, et qui m'a demandé voilà, si j'étais intéressé pour être consultant pour commenter le tennis sur les antennes de Canal. Donc j'ai fait quelques essais, c'était 2002, 2003 je pense. Et puis derrière j'ai fait une dizaine d'années chez Canal, tout en coachant certains joueurs. Aujourd'hui je suis encore consultant, mais cette fois-ci pour le groupe beIN Sport. Et puis entre les deux, entre Canal et beIN, j'ai été également entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, donc sous le capitanat de Guy Forget pendant 4 ans. Et puis derrière, pendant 3 ans, avec comme capitaine Arnaud Clément, où voilà, j'ai eu la chance d'avoir une belle génération à coacher. Pas facile à coacher parce que des joueurs avec des égos forts, mais de grands joueurs comme voilà, Gaël Monfils, Joe Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Mika Laudra, Julien Beneteau, Nicolas Mahut, qui faisaient partie de cette équipe de France.
avec des réussites, des finales, des demi, pas de victoire, mais voilà, une défaite un petit peu amère en Serbie contre Djokovic en 2010, avec ce dernier match perdu au cinquième. Et puis également une défaite contre les Suisses en 2014 en finale à Lille, dans des matchs assez sympas, avec bien sûr Federer et Wawrinka en face. Et puis, à la fin de ce petit cycle, alors comme je vous l'ai dit, je commande toujours pour le groupe Beansport, mais j'avais à cœur de vouloir remonter un tournoi de tennis professionnel sur Lyon, puisque pour les, euh, pour les plus anciens et puis pour ceux qui connaissaient bien le tennis sur Lyon, il y avait un tournoi qui était assez réputé qui s'appelait le Grand Prix de tennis de Lyon, que j'ai joué à de nombreuses reprises, plus d'une dizaine d'années. Donc tournoi qui était un moment très important sur le circuit et dans la vie aussi lyonnaise, et qui a été vendu en 2009, et j'avais à cœur de remettre un tournoi professionnel sur Lyon, mais je voulais le faire un petit peu différemment, et il était dans une salle en indoor, et je voulais moi m'appuyer sur un club de la région. Donc pour moi c'était une évidence de le faire au Tennis Club de Lyon, qui est un des plus gros clubs de la région, avec beaucoup de terrain, et puis de le faire également en extérieur, sur terre battue, et juste après Roland-Garros. Donc l'aventure, elle a démarré en 2016, et aujourd'hui, on est sur notre 6e édition, puisqu'on a eu une édition en 2020 à cause du Covid qui a été annulée. Donc voilà, on a reconstruit un tournoi professionnel, mais les valeurs de ce tournoi étaient vraiment d'être un tournoi révélateur de jeunes talents, donc d'aller chercher des jeunes joueurs, de les faire découvrir, puisque, pour faire une petite parenthèse, sur la fin de ma carrière, moi j'ai eu une grosse blessure, je suis descendu au classement, et j'ai dû repasser par ces tournois, on va dire, qui servent de tremplin pour pouvoir accéder après aux meilleures places mondiales et rentrer dans les 100. Et sur un tournoi que j'avais joué à Brest, notamment, j'avais joué en quart de finale Roger Federer, qui avait tout juste 18 ans, et qui lui faisait voilà, ses armes sur le circuit. Donc j'avais ça un petit peu en tête, et je m'étais dit, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est aller chercher ces jeunes qui seront comme Federer, Nadal, Djokovic. Ils sont obligés de passer par ce type de tournoi pour pouvoir progresser et se lancer. Et l'idée, c'était de faire découvrir au public lyonnais, en avant-première, un petit peu les jeunes générations qui seront les grands joueurs de demain. Donc on a eu un petit peu de chance, un petit peu de réussite, parce que j'ai réussi à avoir quelques joueurs qui aujourd'hui font partie déjà des tout meilleurs, dont Félix Auger-Aliassime, qui est un jeune joueur canadien, qui est venu lorsqu'il avait 16 ans et demi, 17 ans, qui était 400e mondial, et que j'ai invité à jouer le tournoi. C'est un tournoi qui rassemble des joueurs qui sont entre la 50e place mondiale et la 150e, 200e place mondiale. Donc lui ne pouvait pas rentrer dans le tableau directement, mais j'ai pris le pari de l'inviter pour lui donner sa chance. Il est venu 2 fois, il a gagné 2 fois. Et puis là, j'ai aussi Corentin Moutet, j'ai eu Casper Ruud, des joueurs aujourd'hui qui sont confirmés dans les 100, et dont Félix et Casper, avec qui j'ai gardé des relations, parce que c'est ça aussi, l'Open Soprasteria, c'est de pouvoir garder cette proximité avec les joueurs et cette entente. Et aujourd'hui, ce sont 2 joueurs qui sont 8e et 9e mondial, donc qui 3 ans après ont énormément progressé. Donc l'ADN du tournoi, il est celui-ci. Mais il y a du travail derrière aussi, parce qu'il n'y a pas que la partie sportive, il y a aussi la partie commerciale. Pour faire vivre un tournoi comme ça, il faut aller chercher presque. Le modèle économique tourne autour de 950 millions d'euros. Donc, c'est un job presque à mi-temps que je fais avec mon associé Benoît Dupré, que certains ont pu rencontrer. Et on travaille toute l'année pour faire vivre ce bel événement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais à vous les gars. Non, très Pas bien. du tout. Merci beaucoup de vous avoir présenté, en tout cas très précisément. Donc, comme vous l'avez dit juste avant, vous avez été sportif de haut niveau, mais est-ce que ce statut-là, ça vous aide à démarcher les sponsors et les partenaires pour la tenue de votre tournoi à l'Open Soprasteria? Oui, bien sûr que ça m'aide, parce qu'aujourd'hui, en fait, les forces commerciales, on va dire, de ce tournoi, et les rencontres qu'on fait pour aller démarcher les partenaires, il y a 2 commerciaux, et ce sont Benoît et moi qui sont les directeurs et co-directeurs du tournoi. Donc, on est les décisionnaires, et on va chercher les décisionnaires, et c'est nous qui mieux que nous pour expliquer notre tournoi, pour vendre notre tournoi, parce que voilà, on est parti d'une page blanche.
Et c'est un tournoi qu'on a construit avec nos tripes, avec nos cœurs, à notre cœur. Mais le fait, oui, d'avoir, on va dire, même une petite renommée sur la région lyonnaise, d'être connu pour avoir joué et porté un petit peu les couleurs aussi françaises, puisque j'ai eu l'occasion d'être joueur également de Coupe Davis. Ça aide, oui, forcément, à faire de belles rencontres, de rencontrer des chefs d'entreprise qui sont ou pas passionnés de sport ou de tennis, mais en tout cas, ça leur parle. Et le fait de nous avoir en face, les décisionnaires, je pense que ça aide. Et c'est une force, oui, pour le tournoi, pour pouvoir démarcher tous ses partenaires. Ok, merci. Donc les étudiants, n'hésitez vraiment pas aussi à poser les questions, on les relaiera au fur et à mesure. On va continuer du coup, donc vous êtes le directeur de l'Open Soprasteria. Il y a beaucoup d'étudiants ici sur ce rendez-vous qui sont très intéressés par l'événementiel, par la création de leur événement, etc. Est-ce que vous pouvez leur expliquer un peu plus en détail, en profondeur, à quoi ressemble une journée type d'un directeur qui crée son événement? Alors, une journée type, il y a les journées qui sont en amont, bien en amont. Il y en a même beaucoup plus en amont ou après l'événement, puisque le tournoi dure une semaine. Donc, aujourd'hui, mes journées tournent on va dire, à 3 mois et demi de l'événement. Elles tournent aujourd'hui avec beaucoup de commercial. Voilà, de relancer des entreprises, d'appeler des entreprises, de leur expliquer l'événement comme je viens un petit peu de vous le faire, de leur expliquer l'ADN un petit peu et comment on a construit cet événement pour leur donner envie. Et puis, je suis rentré aussi aujourd'hui, moi, dans une phase de prospection aussi de joueurs. C'est-à-dire que j'ai ma petite liste de joueurs que je piste un petit peu. Donc, certains jeunes joueurs, comme j'ai expliqué, mais pas que. Par exemple, j'ai déjeuné avec Jérémy Chardy il y a une dizaine de jours pour lui parler du tournoi. Il est dans une phase aussi, lui, un petit peu bancale, puisqu'il a eu le Covid et il s'en est pas bien remis. Donc, il n'a pas pu jouer tous les tournois qu'il aurait voulu. Donc, il est autour de la 100e place mondiale. Et le tournoi que j'organise l'intéresse, puisqu'il y a 100 points vainqueur et 100 points, ça lui fait gagner presque 30 places. Donc, ça lui permet de se relancer un petit peu. Donc, c'est aussi ça peut être un tremplin. Donc, je suis dans cette recherche-là aujourd'hui, d'aller chercher des jeunes et des moins jeunes. Et puis après, la journée type pendant le tournoi, elle est d'arriver très tôt pour voir si tout est en place pour les partenaires. Même si j'ai une équipe en qui j'ai énormément confiance, mais la présence en fait du directeur et du co-directeur est très importante pour voir les partenaires, pour accueillir les partenaires, et puis encore une fois pour aussi faire la programmation du tournoi avec le juge arbitre, avec le superviseur, aller à la rencontre des joueurs parce que les joueurs ils ont toujours besoin de plein de petites choses. Donc on est là aussi pour les rassurer, pour voir les cours d'entraînement, pour gérer les soucis, et il y en a toujours parce que l'année dernière par exemple j'ai 2 terrains en terre battue. La terre battue c'est une surface un petit peu vivante et il y a eu quelques intempéries, l'eau qui s'est mal écoulée, les joueurs qui ont trop vite rejoué par-dessus et des terrains qui se sont abîmés, qui ont craqué. Et il a fallu le lendemain prévoir et être là à 5h30 du mat avec une entreprise qui a refait les cours. Donc quand je vous dis refaire les cours, c'est ils viennent labourer le terrain. Et quand je vous dis labourer, c'est vraiment labourer comme vous voyez dans la campagne. C'est-à-dire qu'ils labourent, ils remettent du mâche-fer, ils remettent de la terre battue, ils repassent le rouleau. Donc c'est un travail de titan. Donc on gère un petit peu tout ça heure par heure et puis on croise les doigts aussi parce que comme c'est un tournoi en extérieur, on espère qu'il ne pleuve pas pour que tous les matchs puissent se dérouler. Donc voilà, c'est de multiples petites casquettes. Ok, merci beaucoup, monsieur Roux. On a une première question d'un étudiant qui est dans nos programmes aussi et qui est aujourd'hui à Athènes en Erasmus, Nathan Raposo. Donc, bonjour, monsieur Roux, ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous parliez des têtes d'affiche de tournois précédentes, donc comme Ogel Yassim. Quelles seront les têtes d'affiche prochaines pour l'édition 2022 ou les futurs gros joueurs à suivre lors de l'édition? Alors, c'est une bonne question. Après, ça reste toujours un petit peu délicat d'en parler, puisqu'il y en a certains que je garde un petit peu secret pour plusieurs raisons. Pour créer aussi un petit peu de surprise par rapport à mes partenaires. Et puis, parce que voilà, quand on est sportif aussi de haut niveau ou ancien sportif, on est toujours un petit peu superstitieux. Et par expérience, voilà, j'ai eu l'occasion de signer certains joueurs en amont et puis derrière ils se sont rétractés ou ils se sont blessés. Donc je vous sortirai pas des noms comme ça. Par contre, il y a 3 jeunes Français que je suis de façon très proche
qui sont en plus de la région, un joueur qui s'appelle Luca Van Hache, qui est un joueur qui a 18 ans et demi et qui a gagné l'année dernière Roland Garros Junior, donc, et qui est français et qui est monté, qui est autour de la 250e place mondiale aujourd'hui, donc qui a déjà pas mal progressé et que j'aimerais bien avoir et qui va venir, je pense, puisqu'en plus il est de la région, il a fait ses premières armes juste à côté de chez moi ici au tennis club Fidésien à Sainte-Foy-les-Lyons. Donc je le connais bien, je connais bien son entourage, son coach, ses parents. Il y a un autre joueur de la région qui s'appelle Giovanni Mpecci, qui pareil a 19 ans et qui a une ascension assez fulgurante et qui fait partie des tout meilleurs au monde de sa génération, qui a 19 ans. Et puis un autre également de cette génération, Arthur Fils. Ils étaient tous les trois en fait parmi les 10 meilleurs mondiaux juniors. Et je pense que c'est des joueurs qui sont sur la bonne voie. Et si je peux justement les aider à travers ce tournoi et que ce tournoi de nouveau leur serve de tremplin pour passer un cap et aller plus loin, je vais le faire. Et après, voilà, il y a toujours de bonnes petites surprises sur la fin. L'année dernière, même si ce ne sont pas des jeunes, il y a Verdasco qui est venu, qui est un joueur qui a été très fort, qui a fait partie des 10, qui avait perdu en quart de finale. Et puis Pablo Cuevas, qui est un joueur 20e mondial, qui sur terre battue joue même encore un petit peu mieux et qui a gagné le tournoi l'année dernière. Donc je n'ai pas de grands noms comme ça à vous sortir. Voilà, je ne veux pas créer de buzz ou de non-buzz, quoi qu'il arrive, mais je les garde un petit peu et le travail est encore long à faire puisqu'on est à 3 mois et demi de l'événement. On sera patient alors pour Voilà. attendre les têtes d'affiche. C'est gentil en tout cas d'avoir répondu à la question de Nathan. Du coup, on va reprendre le relais aussi. Donc, comme on peut le comprendre, c'est vous qui allez chercher un peu justement les joueurs qui vont participer au tournoi, les futurs grands joueurs du tournoi ATP. Mais comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous sentez les jeunes et est-ce que des fois il y en a qui sont un peu réticents à l'idée de venir sur le tournoi ou qui refusent l'invitation? Alors, comment je fais comme j'ai été joueur et que j'ai cette sensibilité-là, un petit peu, je vois un petit peu, déjà je regarde un petit peu leur parcours, j'essaie de les voir jouer, alors pas forcément tout le temps en direct, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voilà, ils ont toujours des agents autour d'eux qui relayent beaucoup de choses, donc je vois avec leurs agents, je vois avec leurs coachs, j'essaie de me renseigner voilà, aussi auprès de certains joueurs, anciens joueurs qui sont coachs sur le circuit et qui peuvent les voir évoluer. Donc, je fais mes petites enquêtes, en fait. Voilà. Parfois, je peux aussi me tromper. Il y a eu un ou deux joueurs voilà, que je pistais, qui sont venus, notamment un Américain. Je pensais qu'il allait être très fort. Il commence à progresser. Il s'appelle Tommy Paul. C'est un joueur qui progresse maintenant, mais plus sur le tard. Il a 25 ou 26 ans. Et quand il est venu la première année, je pensais qu'il allait éclore très rapidement et être très fort. Mais voilà, c'est aussi ça, il faut un petit peu de chance quand on fait des petites recrues comme ça. Et puis, alors en général, les joueurs sont assez respectueux quand on va les draguer un petit peu entre guillemets. Et si ça correspond, on va dire, à leur calendrier, parce qu'il faut aussi respecter un calendrier, parce qu'il y en a qui, après Roland Garros, essaient de continuer de jouer sur terre battue, parce que c'est une surface qui leur convient bien et parce qu'ils se sentent plus forts. Et ils ne sentent pas faire un changement trop rapide. Et puis il y en a d'autres, leur jeu s'acclimate un petit peu mieux au gazon. Et il y a un circuit sur gazon à cette même période. Donc tout dépend un petit peu de ça. Donc c'est une discussion avec le joueur, avec son coach et avec son agent pour savoir si c'est dans la continuité d'un calendrier en fait qui lui plaît. Ok. Et donc, c'est vous qui vous déplacez vers les joueurs à travers le monde ou Alors, je ne me déplace pas forcément tout le temps à travers le monde. J'ai la chance, parce que je suis consultant pour Beansport de temps en temps, alors un petit peu moins depuis 2 ans, hein, bien évidemment, on sait tous pourquoi, mais de moins me déplacer. Mais du coup, je me renseigne de plus en plus. Enfin, en tout cas, depuis 2 ans, je fais une recherche, on va dire, un petit peu plus poussée avec des gens qui sont des anciens joueurs, comme je vous l'ai dit, comme moi, qui eux sont sur le circuit, qui coachent encore et qui ont ce feedback qui est assez intéressant et avec qui j'aime échanger. Et par exemple, j'échange avec Frédéric Fontan, qui est aujourd'hui le coach de Félix. Et voilà, on a gardé cette relation, cette proximité. Et il sait que je veux que ce tournoi, puisque j'avais invité Félix très tôt, soit révélateur de jeunes talents. Donc, il m'envoie un petit message en me disant tiens, j'ai vu un petit jeune en qualif là, il s'appelle voilà, tiens, tu devrais regarder, je trouve qu'il a des belles aptitudes, il est bien entouré, parce qu'il y a aussi ça, j'en ai pas parlé, mais je pense que l'entourage aussi d'un jeune aujourd'hui est vraiment primordial.
Et on voit aussi la construction d'un jeune et sa force à travers l'entourage qu'il a pu mettre en place autour. Et ça aussi, je m'y attache et je fais attention à ça. Ok, merci beaucoup. Vous avez aussi donc, un tournoi qui a des valeurs, comme vous l'avez dit, qui vous ressemblent, puisque vous êtes lyonnais et ça se déroule sur vos terres, et puis vous avez voulu reprendre le Grand Prix de Lyon qui se déroulait jusqu'à 2009. Vous les imposez sûrement les valeurs sur ce tournoi, vos valeurs à vous. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu plus précisément? Qu'est-ce qui vous rattache à ce tournoi et pourquoi vous en êtes si fier? Alors, ce qui me rattache à ce tournoi, c'est déjà d'avoir été celui qui a remonté, enfin celui. J'associe toujours Benoît Dupré, qui est mon associé, à cette aventure, hein, parce que voilà, je pense que sans lui, j'en serais pas là non plus. Donc, on a tous les deux voulu remonter ce tournoi en s'attachant à des valeurs communes qui sont des valeurs, bien évidemment, de respect, de bienveillance par rapport à toutes les équipes qu'on a mis en place derrière. Et puis, on est très attaché aussi à notre réseau lyonnais, lui comme moi, et c'était important de réseauter et puis de faire travailler des entreprises lyonnaises. Toutes ces PME, on a 130 partenaires aujourd'hui, qui sont pour la plupart des entreprises et des PME lyonnaises. Et puis, on a aussi signé des partenariats avec des vignerons de la vallée du Rhône, parce que c'est aussi ça, il y a aussi un réceptif derrière qui est important dans le modèle économique. Et on fait travailler et on est fidèle depuis le début avec nos partenaires, on va dire, locaux. Donc ça, c'était important parce qu'en tant que Lyonnais, ben, voilà, la vallée du Rhône et tous ces gens qui sont là, ces petites entreprises qui gravitent et qui tournent autour de Lyon, c'était important pour nous de les faire travailler, de les aider aussi à développer, parce que c'est aussi ça, les entreprises, elles viennent chercher aussi des rencontres. Elles viennent chercher d'autres partenaires aussi. Elles viennent inviter des clients, des commerciaux, remercier leurs équipes. Et c'est aussi ça les valeurs de l'Open Sopra. C'est la proximité, le côté convivial, le côté aussi, j'ai envie de dire, familial. Parce que d'habitude, les tournois sur le circuit ATP, quand on arrive sur un tournoi, le tournoi est fermé. C'est-à-dire qu'il faut un badge pour rentrer. Si on n'a pas de badge pour rentrer, on ne rentre pas. Aujourd'hui, le partenariat qu'on a voulu avec aussi le Tennis Club de Lyon, qui est un gros club de la région, c'est que le club reste ouvert. C'est-à-dire que les adhérents, les membres peuvent circuler et venir voir les matchs. Alors, pas tous les matchs. Sur Central, il faut un billet pour venir. Mais si, par exemple, vous voulez tous venir du lundi au vendredi, il y a des matchs sur les cours annexes. Il y a à chaque fois 3 cours qui jouent en dehors du Central. Donc, il y a 2 zones qui sont juste privatisées où il faut un ticket pour rentrer. C'est le village des partenaires et le cours central. Mais autrement, le club reste très vivant. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en valeur. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès, avoir du tennis professionnel, avoir accès aussi aux joueurs, aux entraîneurs, les voir. Et ce qui est sympa à voir, c'est que de temps en temps, ben, on voit des adhérents, des adhérents, voilà, des papis, des mamies qui jouent à côté de professionnels. Et je trouve que c'est ce qui nous ressemble. On n'a pas fermé le club et écarté les membres pour leur dire, bah non, le club, il est fermé pendant une semaine, c'est que pour les professionnels. On arrive à agrémenter un petit peu tout ça et je pense que ça plaît. Donc, on voit plein de jeunes venir toute la semaine, des jeunes de tous les clubs de la région qui n'ont pas forcément un billet pour rentrer, même si voilà, les places hein, sont, pour être sur Central, entre 5 et 10 euros. Donc, le modèle économique ne tient pas du tout là-dessus. Mais c'est vraiment la fête du tennis pendant une semaine. Et moi, j'ai vécu ça et on le voit un petit peu moins, malheureusement, dans les clubs. C'est-à-dire que quand je jouais, moi, dans mon club à Rieux-la-Pape, au tennis club de la Pape, ben, quand je finissais mon entraînement, je restais, je traînais, j'allais jouer au mur, je traînais avec les copains et tout. Et on voit plus ça aujourd'hui. Et ben, parce que les jeunes ont plein de choses à faire, ils viennent, ils font leur heure de tennis et puis ils repartent. Aujourd'hui, ce qu'on avait envie au moins de créer pendant une dizaine de jours, c'est ces valeurs-là de rester, de traîner, de partager, de pouvoir prendre le temps avec les joueurs professionnels et avec leurs coachs de discuter. Voilà. Ok, merci. Que de belles valeurs, du coup. On essaie en tout cas. On a une question de Monsieur Duprat. Quelle est la difficulté pour un tournoi comme le vôtre de vous insérer dans un environnement sportif qui est très concurrentiel, surtout à Lyon, avec le Loup Rugby, l'OL ou encore l'Asvel? Et quelles sont vraiment les particularités que vous avez? Quelles sont les différenciations que vous avez à proposer à vos clients? Alors,
Je pense que déjà, il y a le bassin économique lyonnais est très large et très important. Donc, ça laisse la possibilité à beaucoup d'événements de pouvoir vivre. On a aussi certaines structures, certaines boîtes qui font plusieurs événements. On a des partenaires qui sont partenaires et de l'Olympique lyonnais, et de l'Asvel, et de l'Open Sopra Steria. Vous avez cité le rugby. Il y a aussi d'autres tournois féminins. Il y a d'autres tournois de tennis. Il y a l'Open Park qui a lieu 3 semaines avant. Il y a un tournoi aussi féminin qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à Gerland. Donc, je pense que d'avoir autant d'événements, ça crée de la valeur. Ça veut dire que c'est une ville aussi qui est dynamique. Donc, ça veut dire que les partenaires ont envie de faire des choses, ont envie de se rencontrer. Après, ce qui nous démarque, nous, peut-être un petit peu, c'est de s'appuyer sur un club. Je pense que c'est aussi ce que les gens, enfin, en tout cas, ce que le partenaire nous disent, d'être sur un club qui est là toute l'année et pas dans un endroit, on va dire, éphémère. C'est un club un petit peu à l'anglaise où les gens aiment bien se retrouver. Et on a su, voilà, je pense, créer, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, cette ambiance un peu conviviale, un petit peu familiale. Je pense que ça plaît. Et puis, ce qui fait aussi un petit peu le nerf de la guerre, c'est le réceptif. Le réceptif, surtout à Lyon, voilà, où on aime bien manger, on aime bien avoir un joli verre de vin aussi, voilà, pour accompagner tout ça. Donc, on a essayé, en tout cas, d'être bon là-dedans pour se différencier, même si je ne suis pas sûr que c'est ça qui fasse la différence. Je pense que c'est aussi les rencontres qu'on a pu faire et l'échange qu'il y a eu et le feeling qui a pu passer à chaque fois entre les partenaires et nous. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, pour en revenir là-dessus, vous pensez, par exemple, c'est plus compliqué qu'un événement et ils prennent un peu de l'envergure s'il est éphémère, si par exemple, comme à l'Open Park au Parc de la Tête d'Or, où on construit ces terrains, ces stades juste pour une semaine, plutôt que votre tournoi qui a lieu déjà sur un tennis club qui est là toute l'année. Vous pensez que c'est plus difficile? Hum, Je ne sais pas si c'est plus difficile. En tout cas, moi, le fait de m'appuyer sur un club qui est là toute l'année, c'est-à-dire que, par exemple, hier soir, j'étais au Tennis Club de Lyon. On a fait une petite réunion avec un club d'avocats. Donc, ils sont venus voir le club. Ça aide aussi le club à avoir un petit peu de membres, des adhérents. Ça aide à faire vivre le club aussi un petit peu. Et je trouve que, alors je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas, moi, je le ressens comme une force. C'est plus sympa de pouvoir parler de l'événement en leur disant, bah voilà, là, il y aura le central qui va être là, le village est ici, on leur montre quelques photos, on discute avec eux sur l'endroit où le tournoi a lieu. L'Open Park, c'est un magnifique endroit, vraiment au sein du parc de la Tête d'Or, ils ont créé un magnifique stade. Mais je trouve que c'est plus difficile pour un partenaire de s'identifier. Après, il vient peut-être pas pour ces raisons-là. Et puis c'est difficile aussi à travailler parce que ben, chaque année, ils sont obligés de construire 4 terrains en terre battue, d'amener de la terre battue, de la faire repartir, de la stocker. C'est un tournoi qui est, oui, que je pense est difficile à maintenir. Je ne sais pas s'ils resteront là très longtemps, mais en tout cas, c'est un bel événement. Nous, un petit peu plus dur. Nos forces, elles étaient plus, voilà, dans ce que je vous ai dit sur la question précédente, de s'appuyer sur un club, voilà, qui a 150 ans d'histoire et qui est vivant vraiment toute l'année et sur lequel on peut travailler toute l'année. Je fais plein de réunions toute la semaine. Je vais jouer au paddle avec certains partenaires. Je vais jouer un petit peu au tennis avec d'autres. Donc, c'est assez convivial, encore une fois. Ok, merci. Maintenant, par rapport à votre carrière sportive de tennisman professionnel, du coup, vous avez dit tout à l'heure que vous avez passé plus d'une dizaine d'années au plus haut niveau dans le milieu du tennis. Comment vous avez réussi à rester constant? Est-ce qu'il y a un secret, en fait, pour un sportif de haut niveau, et notamment dans le tennis, qui est un sport individuel? Euh, je crois qu'il faudrait poser plus la question à des plus grands joueurs qui sont restés plus longtemps, parce que je ne sais pas comment ils font. Parce que c'est dur il faut se remettre en question régulièrement. Donc ça veut dire aussi parfois changer de coach pour se remotiver, on le voit souvent. Changer d'endroit aussi pour s'entraîner, voilà, parce qu'il ne faut pas que ça devienne monotone. Et toujours avoir cette envie de se lever le matin et d'aller taper dans une petite balle jaune pour s'entraîner. Je pense que ça, c'est le moteur numéro un. Et puis aussi, voilà, d'avoir des objectifs à chaque fois assez forts. S'entraîner, ça, c'est une évidence tout le temps.
Aujourd'hui, quand je lis Federer, quand je lis les interviews de Federer, je suis assez estomaqué par cette envie qu'il arrive à maintenir, cette envie qu'il arrive à garder, et toujours de voyager, parce qu'il y a une certaine aussi, c'est un sport solitaire. Et de temps en temps, je me suis retrouvé à voyager tout seul, et c'était un petit peu dur. Aujourd'hui, je pense que ce qui a changé et ce qui fait la force des joueurs qui voyagent aujourd'hui, déjà, il y a un prize money plus important. L'écart est plus important par rapport à la génération dans laquelle j'étais. Et c'est plus facile pour eux de pouvoir voyager avec une équipe, avec un coach tout le temps, avec un préparateur physique. Donc, ils voyagent plus en team. Et je pense que ça empêche cette monotonie, cette lassitude et le fait d'être tout seul. Après, c'est une remise en question de tous les jours, puisque le tennis, comme vous le savez, à la fin du tournoi, il n'y a qu'un seul joueur qui n'a pas perdu. Et ça, c'est toutes les semaines et c'est sur plusieurs tournois. Et la remise en question, elle est hyper importante. Et savoir se regarder dans la glace, savoir ce qui ne va pas, savoir accepter. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à mettre en place. Dommage que je ne l'ai pas fait plus tôt, puisque le travail mental, à mon époque, était vu un petit peu comme une faiblesse. Aujourd'hui, même si on n'en parle pas beaucoup, même si c'est encore vu comme quelque chose qui n'est pas comme un entraînement physique ou un entraînement tennistique, je pense que c'est quelque chose de très important et que moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 24-25 ans. Je parle de tout ce qui est identifier ses peurs, travailler sur la sophrologie, la visualisation. Mais même aujourd'hui encore, hein, quand j'entends certains jeunes parler, ils refusent à dire ah bah oui, je vais travailler mentalement. Parce qu'on a l'impression que si on travaille mentalement, c'est qu'on est faible mentalement. Alors que quand on dit qu'on va travailler son coup droit, c'est pas forcément qu'on est faible en coup droit. Et je crois que Federer l'a très bien dit dans une interview il y a une petite dizaine d'années déjà. Hein. Il a dit moi, je travaille mon mental parce que c'est mon point fort, mais je travaille aussi mon coup droit parce que c'est mon point fort. Et mes points faibles, je les travaille en deuxième partie. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple à retenir. Ok, merci beaucoup. Au début de ce rendez-vous INSECSport, vous nous parliez justement de votre passage en tant qu'entraîneur durant la Coupe Davis de l'équipe de France. Vous nous parliez aussi de la gestion des égos qui n'était pas simple avec l'équipe que vous gériez. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus aux étudiants qui veulent demain gérer une équipe, être patron d'une entreprise, gérer un événement? Comment, d'après vous, quel est votre point de vue justement par rapport à cette gestion d'ego qui est hyper importante pour demain un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a envie de diriger une équipe? Alors, c'est une casquette multiple qu'il faut, en tout cas que j'ai essayé d'avoir entre le coach, l'entraîneur, parce que vraiment il y a une grosse différence entre un coach et un entraîneur. L'entraîneur, c'est vraiment des conseils, on va dire, très basiques, très techniques. Le coach, c'est poser des questions à son joueur, essayer d'anticiper aussi ses réponses, essayer d'anticiper son mal-être ou son bien-être, mais essayer de le comprendre à travers les discussions que vous pouvez avoir avec lui. Moi, avec cette génération, j'avais aussi un rôle de grand frère par moment parce que j'étais aussi une épaule. Voilà, j'avais une douzaine d'années de plus qu'eux, mais voilà, de temps en temps, ils avaient besoin de parler. Donc, c'est jongler avec ces différentes casquettes et puis essayer de faire passer des messages. Alors, c'est assez. Comment vous expliquer? C'est assez, parfois, il faut être un petit peu malin aussi et faire preuve un peu d'ingéniosité aussi par moment. J'ai en souvenir, par exemple, Gaël, mon fils, qui devait travailler pour moi, il fallait qu'il travaille son service, par exemple. C'était important qu'il travaille son service. Et j'arrivais pas à lui faire travailler son service parce qu'à la fin de l'entraînement, il me disait non, je suis cuit, je suis mort, j'ai pas envie, là, c'est terminé. Et j'y arrivais pas. Et à un moment donné, en voyant un petit peu comment il fonctionnait, je me suis un petit peu adapté à lui. Donc, je me suis adapté aussi un peu à ses horaires. Quand je l'arrivais et que je l'emmenais trop tôt sur le terrain, il me faisait un mauvais entraînement. Donc, je savais un petit peu comment il fallait faire. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire que je lui posais des questions fermées. Et les questions fermées, c'est que par exemple, je lui disais, voilà, demain, Gaël, on a dit qu'il fallait que tu travailles ton service. Tu préfères le travailler le matin ou l'après-midi? Donc, du coup, il me regardait, il me disait, ouais, non, t'as raison. Donc, non, je préfère le travailler l'après-midi. Et je lui dis, ok. Et du coup, c'était lui qui avait décidé. Comme c'est lui qui décide, il est maître un petit peu de ce qu'il fait et il a l'impression
que ça sera mieux. Et du coup, c'est moi qui l'ai amené à faire des services parce que je pense que c'était important. Mais il a eu l'impression que c'était lui qui décidait. Donc, c'est plein de petits tricks comme ça, de petites choses comme ça qui sont à trouver avec le tempérament, avec le caractère de chacun. Et c'est pas facile parce que moi, j'avais quatre personnalités quand même complètement différentes. Entre Gaël, Joe, Richard et Gilles, il fallait vraiment jongler avec tout ça. Donc, voilà, il faut être énormément à l'écoute, je pense, dans un premier temps. Prendre beaucoup de notes aussi, c'est ce que je faisais. Pas réagir à chaud et voilà, prendre le temps vraiment de comprendre le fonctionnement de chacun. On n'a parfois pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut prendre ce temps-là parce qu'autrement on se trompe et c'est en se trompant qu'on perd du temps. Ok, merci. Comme vous l'avez dit au début du rendez-vous, on avait l'impression avec Antoine que la défaite en 2010 vous a beaucoup marqué face à la Serbie. Là, on est plus dans le cadre d'un sport quand même collectif parce que vous êtes en groupe, vous êtes là tous ensemble pour arriver à un but ultime, gagner la Coupe Davis. Comment vous avez réussi pour atteindre à nouveau la finale en 2014 contre les Suisses? Comment vous êtes remotivé après avoir perdu cette finale en 2010? Et ben déjà, il y a eu 4 ans, il y a eu d'autres défaites, et c'est avec ces défaites qu'on s'est remis un petit peu, qu'on s'est remis en question. Les joueurs aussi, hein, je pense que c'est pas uniquement moi qui fait le job. Il y a toute une équipe derrière, il y a un capitaine, et puis il y a ce travail comme je vous l'ai dit, c'est ce travail de longue haleine avec eux, de les suivre, de discuter. Très régulièrement avec leur coach, avec eux, parfois même avec leur entourage très proche pour savoir ben, voilà, ce qu'ils ont un petit peu dans les tripes, ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de le faire. Oui, cette défaite, elle a été très dure parce que on a été aussi un petit peu bousculé par les Serbes, par le public serbe. C'était une jeune équipe. Moi, j'avais pris l'équipe en 2009. C'était la première sélection de Gaël, de Joe. Donc, c'était une équipe toute jeune. Je pense qu'ils avaient aussi besoin d'expérience, besoin d'être confrontés à ce type de rendez-vous qui sont très durs. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer un match de Coupe Davis à l'extérieur, en Belgique, devant un public. Alors, je dirais pas hostile comme il l'était en Serbie, parce que le public serbe était très hostile, mais dans une ambiance de foot, où voilà, mon capitaine c'était Yannick Noah à l'époque, il était à 5 mètres, j'entendais pas ce qu'il me disait tellement il y avait un brouhaha de dingue. Et là, je l'ai revécu donc en 2010 avec les gars. Euh, et là, c'était une ambiance très vindicative, très hostile. Pour vous dire, on avait même le raid qui nous suivait et on avait une personne dédiée à chaque joueur et à chaque membre du staff qui nous suivait tout le temps. Parce que bah, c'était une rencontre voilà, qui était un petit peu dangereuse, avec un public un petit peu, ouais, pour certains en tout cas, un petit peu xénophobe. Et pour avoir deux joueurs comme Gaël et comme Joe dans l'équipe de couleur, bah, c'était pas facile pour eux. Ils ont beaucoup souffert de cette rencontre. Donc voilà, ils se sont construits comme ça aussi dans l'adversité. Et puis ça leur a donné, après la défaite, envie de se retrousser encore plus les manches. Et les progrès qu'on a pu faire, c'est peut-être plus dans le calendrier des joueurs tout au long de l'année. De faire attention aux rencontres de Coupe Davis et d'isoler les rencontres de Coupe Davis et de ne pas charger les tournois trop en amont pour ne pas arriver fatigué sur une rencontre de Coupe Davis qui prend beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de pression. J'ai cette phrase qui me revient de Gaël, encore une fois, qui avait dit à la fin d'un match, il a dit le maillot de l'équipe de France, il est beau, il est magnifique, d'avoir France dans le dos, c'est quelque chose de dingue, mais qu'est-ce qu'il est lourd à porter. Et je crois que ça résume un petit peu tout ça, c'est que oui, il est lourd à porter parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'envie, on représente son pays. Et derrière, voilà, il y a eu une grosse demi-finale contre les Espagnols également, perdue, mais Nadal était plus fort et il a étrillé un petit peu tout le monde. Et puis cette finale, malheureusement perdue contre Federer et Wawrinka, où pareil, cette fois-ci, c'était Joe qui m'avait dit ça, son gars qui m'avait dit, mais
De toute façon, si on joue les Suisses, si on joue Federer, peu importe où on le joue, la moitié du public, il sera pour Federer parce que tout le monde aime Federer. Et c'est vrai que même s'il y avait 25 000 personnes à Lille, quand Federer jouait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait que 2000 Suisses dans la salle. Il y en avait beaucoup des Français qui étaient malheureusement pour Federer. Mais bon, ça, c'est Federer et on ne peut pas aller contre Federer. Donc, ça a été une remobilisation voilà, pendant toutes ces années, de faire un petit peu attention au calendrier. Et puis chaque joueur aussi acquiert son expérience à travers différentes rencontres. On a une question d'un étudiant, Nathan Havard. Bonjour Monsieur Roux, merci pour votre présence. Quel a été le joueur qui vous a le plus impressionné sur le circuit ATP durant votre carrière professionnelle? Il y en a quelques-uns. Bon, la nouvelle génération est assez exceptionnelle. Alors, j'ai joué contre Federer, j'ai pas joué contre les autres, mais je trouve que ce qu'ils font les quatre est assez exceptionnel et on a la chance d'avoir, et notamment Nadal et Federer, d'avoir des grands champions et des icônes vraiment de notre sport, et ils représentent le tennis et le sport même au sens large du terme de façon assez admirable. Voilà, à chaque fois que je lis une interview de Federer, Nadal, c'est toujours le bon ton, même quand Nadal il parle de Djokovic en début d'année, parce qu'il y a le champion sur le. Voilà, la question elle est dirigée sur celui qui m'a le plus impressionné sur le court. Mais je crois qu'un champion, c'est pas uniquement ce qu'il produit sur le terrain, c'est aussi l'aura qu'il peut avoir en dehors et ce qu'il va véhiculer aussi en dehors, parce que c'est un exemple. Et je pense que voilà, Nadal en est un. Quand il parle de Djokovic en début d'année par rapport au Covid, je trouve qu'il a toujours le bon ton. On lui a posé une question sur Osaka, la jeune joueuse japonaise là, qui a pleuré, qui s'est un peu effondrée devant le public. De nouveau, il a le bon ton, il protège en même temps la joueur, mais en même temps, il dit ce qu'il faut dire, il dit les vérités. Donc, voilà, assez impressionnant par rapport à ça. Celui qui m'a le plus impressionné, même si je ne l'ai pas joué, c'est lui, c'est Nadal. Je l'ai commenté, j'ai en mémoire un match à Rome, je le commente, on était sur place. Il fait un match d'1h45, il gagne 6-4, 7-6, un match un petit peu dur. Et puis derrière, je me retrouve au restaurant des joueurs et puis j'entends du bruit, j'entends quelqu'un qui s'entraîne et je me penche comme ça au balcon et il était avec son oncle, Tony Nadal, sur le terrain. C'était une demi-heure après son match et son oncle lui envoyait les balles avec un énorme panier à la main, il lui envoyait à la main. Et il y avait le Rafa Nadal qui était là et qui faisait des petits pas et qui frappait, et qui frappait, et qui frappait. Pendant 1h30, ça a duré, alors qu'il venait de se faire un match et qu'il rejouait le lendemain. Et voilà, je me dis que c'est pas par hasard que c'est un grand champion aujourd'hui, et ça, c'est impressionnant. Après, de ma génération, celui qui m'a le plus impressionné parce qu'il jouait vite, il jouait fort et qu'il a été numéro 1, c'est Pete Sampras. Et c'est le premier match que j'ai joué. J'ai eu la chance de le jouer. Il était numéro 1 en finale d'un gros tournoi en Asie. Et c'est le premier match. Alors j'avais 19 ans et demi, ouais, 20 ans. C'est le premier match, je crois, que j'ai perdu avant de l'avoir joué. Et c'est là où il a été assez impressionnant. Alors ça, c'est un truc aussi très, on va dire, très ricain, hein, mais c'est-à-dire que je m'échauffe avec lui, voilà, on s'échauffe dans l'axe, et puis à un moment donné, vous savez, on s'échauffe au service, donc chacun s'échauffe dans sa diagonale. Sauf que moi, quand je m'échauffais dans la diagonale, lui, il servait dans sa diagonale, mais sauf que la balle, elle me passait à 50 cm et déjà à 200 à l'heure, et elle tapait dans la bâche derrière, et ça faisait un bruit encore. Et je le regardais comme ça, il ne me regardait même pas, et il continuait. Il servait à 50 cm pour me montrer que mon petit coco, voilà, moi je suis numéro 1 mondial, c'est la première fois qu'on se joue. Tu as 20 ans, tu es en finale, c'est déjà pas mal, mais le patron, c'est moi. Et voilà, j'ai été mené 3-0, 4-0, j'ai pas réussi à me libérer, à jouer. Et je pense que voilà, il m'a impressionné aussi par rapport à ça dans cette gestion de rendez-vous et dans cette gestion de match. Et d'ailleurs, c'est sur ce tournoi-là que vous avez éliminé Ivan Lendl aussi, c'est ça? Exactement. C'est ce tournoi-là. 250e mondial, ouais. C'était une belle performance quand même. Ouais, non, c'était une de mes premières grosses perfs au niveau ATP, parce qu'en plus, voilà, pour la petite histoire, et c'est aussi des rencontres, hein, le tennis, et c'est aussi comme ça qu'on se lance. C'était une tournée en Asie que je ne devais pas faire, et je devais faire des tournois en Europe, parce que j'étais à cette époque 180e mondial. Il y avait 3 gros tournois en Asie, et puis Arnaud Butch, qui était déjà 40e, 50e mondial, me dit bah, écoute Léo, pourquoi tu viens pas là-bas? C'est une surface qui te va bien. Écoute, si tu veux, tu sais quoi?
je prends une chambre avec 2 lits et je te loge parce que voilà, à l'époque, j'avais 19 ans et demi, ça coûtait cher de voyager et de payer sa chambre d'hôtel, surtout pendant 3 semaines. Et il me dit, écoute, voilà, je te loge et puis comme ça, on fait la semaine ensemble, on s'entraîne ensemble. Et puis, je suis arrivé, j'ai gagné le premier match des qualifs hyper dur. Puis derrière, je me suis qualifié et j'ai passé un tour, 2 tours. J'ai battu Ivan Lendl, j'ai battu un autre Suédois qui était 15e mondial. Et puis, je me retrouve avec Arnaud Butch qui, lui, était resté avec moi. Il enchaînait sur le tournoi d'après. On était dans le Player Lounge et je faisais mes étirements. Et ce qui était assez incroyable, c'est que je venais de gagner ma demi-finale, j'étais qualifié pour la finale, et je regardais à la télé le match qui se jouait, et c'était Agassi qui jouait en demi-finale contre Pete Sampras. Et donc moi, j'étais qualifié pour la finale, et j'attendais le vainqueur. Et voilà, donc les histoires, elles sont aussi comme ça, et ça m'a permis de passer un cap incroyable. Et je me suis retrouvé, après ce tournoi, 90e mondial, et derrière, je suis resté pendant une dizaine d'années parmi les 100 meilleurs. Ok, merci pour cette petite anecdote. Une question de Paul Jackson, qui est un étudiant en Master 1 en Management du sport à Paris. Donc, merci, monsieur Roux, pour ce partage. On voit de moins en moins de joueurs et joueuses atypiques sur le circuit ATP WTA. On nous apprend pourtant, dans le monde de l'entreprise, à se cultiver par rapport à la différence. Mais est-ce que dans le monde du tennis, on échappe à cette vision? Et est-ce que dans le futur, vous imaginez, vous, un retour à cette différence qui pourrait être bénéfique pour l'intérêt du tennis, notamment au niveau du grand public? Ouais, je partage complètement ce point de vue. Je trouve que. Alors après, voilà, il faut mettre le curseur, il faut arriver à bouger le curseur. Mais oui, cette période manque des McEnroe, des Rios, des Ivanisevic, des joueurs, hein, des Connors, des joueurs qui s'agacent, qui s'énervent, qui prennent des amendes. Il y en a encore un petit peu, on le voit, mais je trouve que l'ATP met des règles trop strictes en place, c'est sûr. Il en faut de toute façon, hein, des règles. Mais oui, c'est vrai que ça aseptise un petit peu le tennis et on en voit quand même, hein. Il y en a un petit peu, hein. Je vais vous parler de Benoît Paire, de Kyrgios, de Zverev. Il y a des joueurs différents et oui, la culture de cette différence, il faut qu'elle soit là, il faut que ça soit important, il faut laisser les joueurs s'exprimer. Après, il y a des limites à mettre, pardon, il y a un curseur à trouver. Mais oui, aujourd'hui, je trouve ça dommage, par exemple, et on argumentait la semaine dernière, puisque je commentais le début du tournoi d'Indian Wells avec un journaliste. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, aujourd'hui, dans les grands tournois, maintenant, il n'y a même plus de juge de ligne. C'est-à-dire que les lignes sont arbitrées par une machine. Et je trouve que ça enlève de l'humain, ça enlève du partage, ça enlève un joueur qui va peut-être s'agacer parce que le juge de ligne a mal jugé et qui va se prendre un petit peu la tête avec lui, aller voir l'arbitre. Et ça rendait. Alors, faut pas que ça ait des dérives comme le foot où l'arbitre est agressé sans arrêt et il n'y a pas de respect. Le respect, il est là dans le tennis depuis très longtemps. Par contre, oui, je trouve ça dommage qu'on mette des amendes trop vite, trop tôt. Voilà, j'ai été révolté la dernière fois parce qu'il y a un joueur américain qui était en finale et qui, sur la remise des prix, avait sa casquette à l'envers. Il n'avait pas eu envie d'enlever sa casquette et il a pris une amende de 15 000 $. Voilà, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais bon, comme je trouve ridicule quand je vois Zverev taper sur la chaise d'arbitre et limite mettre un coup sur le pied de l'arbitre et pas être suspendu derrière. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que oui, la culture de la différence, elle est importante. Et moi, par exemple, j'adore commenter Benoît. Benoît Paire, on aime ou on n'aime pas Benoît, mais c'est un garçon tellement gentil, tellement incroyable en dehors du terrain. Et il a eu cette bonne formule que oui, le tennis, c'est un sport de fou et c'est un sport qui, lui, le rend fou. Et il en a l'illustration parfaite. Ok, merci. Vous avez eu, vous, toutes ces étiquettes-là, que ce soit joueur, coach, même journaliste télé, maintenant directeur d'un grand tournoi. Est-ce qu'il y a quand même des liens entre toutes les étiquettes, entre tous les passages que vous avez eus dans votre carrière, des liens entre ces différents postes ou même des différences? Oui, il y a un lien, il y a un fil directeur, il y a un dénominateur commun, bien sûr, parce que je pense que je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui, à être directeur d'un tournoi comme ça, si je n'avais pas eu voilà, cette expérience avant de joueur. Aujourd'hui, je me retrousse les manches et je subis des déceptions par rapport à plein de choses que je mettrais en place, plein de partenaires qui me disent non, et c'est comme une défaite en tennis, donc il y a des parallèles à faire. Et le dénominateur commun, c'est le plaisir de se retrouver autour du tennis, de discuter
tennis, de parler tennis avec des partenaires, d'échanger là avec vous. Je prends beaucoup de plaisir. Donc, je pense que c'est ça, quand on aime son sport, on a envie, voilà, c'est une vraie passion, on a envie de le partager et puis de le vivre aussi, je crois, à tous les étages. Donc moi, j'ai adoré jouer, même si j'ai des regrets, parce que je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'ai adoré coacher, je me dis aussi que j'aurais pu faire mieux, notamment en Coupe Davis, prendre des décisions à des moments que j'ai regretté après. J'aurais dû être peut-être un peu plus ferme, j'aurais dû prendre cette décision, aller voir le capitaine. Mais ça vous forge aussi, toutes ces expériences forgent des expériences, un caractère. J'adore commenter aussi aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup commenté le circuit féminin aujourd'hui, par le circuit masculin, pardon, et aujourd'hui par les chaises musicales, un petit peu des droits télé qui partent à droite, à gauche. Je commente le tennis féminin que je connaissais pas bien et je prends beaucoup de plaisir également à le commenter. Alors, je ne le connaissais pas bien. Et je prends également beaucoup de plaisir bah, à partager et à vouloir faire vivre à plein de partenaires et à vous aussi, parce que j'espère que vous viendrez sur le tournoi, mais ce qu'on a mis en place sur le tournoi, sur l'Open Soprasteria. Donc voilà, puis c'est des rencontres. La rencontre avec David Bouvier a été aussi importante dans le cadre de ce partenariat. C'est aussi une histoire d'homme. Voilà, Benoît Dupré, si je ne l'avais pas rencontré, ben, peut-être que je n'aurais pas monté ce tournoi avec cette envie-là. Et voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Donc, et il n'y a pas eu, non, il n'y en a pas une casquette que j'ai envie de plus porter que l'autre. Je pense que c'est un cheminement. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je ferai. Peut-être que je retournerai à coacher plus tard d'autres joueurs et que je serai peut-être un petit peu meilleur ou peut-être que j'aurai un peu moins envie de faire d'autres choses. Je ne sais pas, on verra. Ok, merci. Donc, du coup, là, sur cette dernière réponse, vous avez parlé justement de David Bouvier, notre directeur d'école de l'INSEC Chambéry. Vous avez signé un partenariat récemment entre le tournoi et l'école. Et donc, Antoine et moi-même, nous sommes, entre guillemets, gestionnaires de ce partenariat. Pouvez-vous nous décrire un peu plus ce partenariat entre l'école et votre tournoi? Bah, écoutez, comme je le disais, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire de rencontre avec David qu'on a rencontré du coup l'année dernière sur le tournoi, avec lequel on a échangé. Et chaque année, on cherche une école un petit peu dynamique, qui a envie de venir partager un petit peu tous les corps de métier qu'il peut y avoir sur un événement. Voilà, ça va de la communication au marketing, voilà, chef de projet. Il y a tellement de la relation avec les partenaires, la recherche de partenaires, de voir un petit peu comment une équipe elle fonctionne. Donc ce partenariat, il est là aussi pour voilà, vous aider à aider les étudiants à apprendre un petit peu tous les métiers au sein d'un événement sportif. D'un événement qui a une petite renommée sur la région lyonnaise, donc, et dans le sport. Donc voilà, je pense que le lien, il est là. C'est aussi d'arriver à faire partager avec ces jeunes l'ADN jeune du tournoi. Donc je pense que c'est important aussi, ça donne du sens. Nous, depuis le départ avec Benoît, on veut que ce tournoi soit révélateur de jeunes talents, mais à travers aussi les jeunes avec qui on va communiquer, on va travailler avec vous. C'est ce lien-là qui est important. Les jeunes vont être là et vont être le ciment un petit peu de tout le tournoi tout au long de la semaine. Et du coup, pour conclure un peu ce rendez-vous INSEC Sport, en tout cas, on voulait déjà vous remercier, vous, d'avoir pris de votre temps pour les étudiants qui l'ont suivi, et merci aux étudiants de l'avoir suivi. Une dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un étudiant qui nous écoute, qui demain a envie de monter son événement, qui a envie de monter sa boîte, qui a envie d'être entrepreneur, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Euh, alors, moi, je vais parler de moi, mais moi, ce qui a été important, c'est de savoir bien s'entourer, de bien choisir les personnes avec qui on part dans l'aventure. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ou alors, c'est qu'on est vraiment très, très fort, hein. Il y en a certains qui le sont. Mais moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, en m'associant avec Benoît Dupré, qui avait déjà, lui, une relation à l'entreprise qui était déjà importante, avec déjà une expérience. Donc, mais c'est un petit peu comme quand je suis parti sur le circuit, c'est choisir le bon entraîneur pour vous accompagner, pour vous comprendre, pour vous aider. Donc, voilà, savoir bien s'entourer. Et puis,
Puis croire aussi en son étoile, croire toutes ces petites envies qu'il peut y avoir. Je pense qu'il faut y croire. Et quand on y croit, c'est sûr qu'on a un petit peu plus de chances d'y arriver. Mais encore une fois, je pense que voilà, savoir prendre du recul, savoir s'entourer, savoir écouter aussi les conseils, et aller aussi chercher les conseils. Parfois, essayer aussi d'enfoncer quelques portes pour trouver ces bons conseils. Je pense que ça s'agrémente autour de tous ces petits conseils. C'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis à très vite. Ouais, c'est gentil. Merci à tous les étudiants d'avoir